Un crime étrange de Arthur Conan Doyle. Partie 2. Chapitre 4. Les renseignements fournis par John Rance. 1 heure sonnait au moment où nous quittions le numéro 3 du jardin Lauriston. Sherlock Holmes entra dans le bureau de télégraphe le plus rapproché et il se mit à rédiger une longue dépêche. Puis, hélant un fiacre, il donna l'ordre au cocher de nous mener à l'adresse indiquée par l'estrade. « Rien ne vaut les renseignements recueillis à la source même, remarqua-t-il. Par le fait, j'ai sur cette affaire une opinion parfaitement formée, mais nous ferons bien toutefois de ne rien négliger. »« Vous êtes étonnant, Holmes, lui dis-je. Espérez-vous me faire croire que vous avez pu constater d'une façon certaine tout ce que vous nous avez énuméré ? Il est impossible de s'y tromper, répondit-il. La première chose que j'ai observée en arrivant a été une double trace laissée par les roues d'un fiacre qui s'était rangé contre la grille. Or, avant la journée d'hier, il n'avait pas plu depuis longtemps. Les ornières très visibles et relativement profondes n'avaient pu être faites que pendant la nuit. J'ai remarqué aussi les empreintes formées par les fers du cheval. L'une d'elles présentait des contours beaucoup plus nets que les 3 autres. Elle avait donc été faite par un fer neuf. Vous le voyez ? Je savais qu'un fiacre s'était arrêté là après qu'il avait commencé à pleuvoir, mais je savais aussi, d'après les affirmations de Gregson, qu'on n'y avait pas vu de voiture pendant la matinée. J'en ai donc conclu que le fiacre était venu pendant la nuit, et que par conséquent, il avait dû amener le meurtrier et sa victime. Cela semble assez logique, dis-je. Mais comment avez-vous pu mesurer la taille de l'assassin ? Voici. 9 fois sur 10, la taille d'un homme peut être évaluée d'après la longueur de ses enjambées. C'est un calcul à faire, mais je ne veux pas vous ennuyer avec une kyrielle de chiffres. Qu'il vous suffise donc de savoir que j'ai relevé 2 fois ses enjambées, d'abord sur le sol argileux de l'allée et ensuite sur le plancher poussiéreux de la chambre. Puis j'ai eu encore un autre moyen de vérifier mon calcul. Lorsqu'un homme écrit sur un mur, d'instinct il trace les caractères à la hauteur de son œil. Or, l'inscription que nous avons relevée était à 1,83 m du sol. Vous voyez que ce n'était qu'un jeu d'enfant. « Et son âge ?» demandai-je. « Si un homme peut faire sans effort une enjambée de 1,20 m, c'est qu'il est loin d'être vieux et rabougri. Or, c'était exactement la largeur d'une flaque d'eau qu'il avait dû franchir dans l'allée du jardin. On voyait des traces de chaussures fines contourner cette flaque, tandis que des chaussures à bout carré l'avaient facilement enjambée. Il n'y a vraiment aucun mystère dans tout ceci. J'applique simplement aux faits ordinaires quelques-unes de ces règles d'observation et de déduction que j'ai recommandées dans mon article. Y a-t-il encore autre chose qui vous intrigue ? La longueur des ongles et le cigare de Trichinopoly, insinuai-je. L'inscription sur le mur a été faite avec l'index trempé dans du sang. Ma loupe m'a permis de constater que le plâtre avait été légèrement éraillé, ce qui ne serait pas arrivé si l'ongle de l'homme avait été coupé court. Pour le cigare, j'ai ramassé par terre quelques pincées de cendre. Cette cendre était noire et compacte, et telle que seul un cigare de Trichinopoly peut en produire de semblables. Il faut vous dire que j'ai fait l'étude spéciale des cendres de cigare, et j'ai même écrit là-dessus une petite brochure. Je me flatte d'être à même de distinguer à première vue le résidu laissé, soit par un cigare, soit par un tabac quelconque. C'est précisément dans les détails de cette nature que le policier habile diffère d'un Gregson et d'un Lestrade. « Vous avez dit encore que cet homme devait avoir le teint très rouge, demandai-je. « Ah, ceci est une assertion un peu plus hasardée. Et cependant, je suis bien persuadé qu'elle est exacte. Mais ne m'interrogez pas là-dessus pour le moment. » Je passai ma main sur mon front. « Tout se brouille dans ma tête, remarquai-je. Plus je réfléchis, plus tout cela me semble mystérieux. Comment les 2 hommes, si toutefois il y en a eu 2, sont-ils arrivés dans cette maison inhabitée ? Qu'est devenu le cocher qui les a conduits ? Comment un homme peut-il en forcer un autre à s'empoisonner ? D'où provient le sang que nous avons vu ? Quel était le mobile de l'assassin du moment où ce n'était pas le vol ? Comment cet anneau de femme s'est-il trouvé là ? Et par-dessus tout, pourquoi l'assassin aurait-il écrit le mot allemand « Rache » vengeance, avant de déguerpir ? J'avoue qu'il m'est impossible de concilier tous ces faits.
Mon compagnon sourit d'un air approbateur. Vous énumérez, d'une façon claire et très précise, les difficultés de la situation, dit-il. Il y a bien des petites choses qui restent encore inexpliquées, quoique j'ai mon opinion faite sur les points principaux. Quant à la découverte de ce pauvre Lestrade, c'est simplement une ruse pour lancer la police sur une fausse piste, en lui faisant croire que le socialisme allemand et les sociétés secrètes se trouvent mêlés à l'affaire. Mais le mot « Rache » n'a pas été écrit par un Allemand. Le A, si vous l'avez remarqué, ressemble un peu à le A de l'alphabet allemand. Or, un vrai Allemand, lorsqu'il se sert comme ici de lettres majuscules, emploie toujours des caractères latins. Nous pouvons donc en conclure, d'une façon certaine, que cette inscription n'a pas été faite par un Allemand, mais simplement par un maladroit qui a cherché à trop bien faire. C'était, je le répète, une ruse pour faire dévier l'enquête. Je ne vous en dirai pas plus long à ce sujet, docteur, car, vous le savez, un prestidigitateur perd tout son prestige dès qu'il a dévoilé ses trucs. Et si je vous explique trop clairement ma manière de procéder, vous finirez par trouver que je ne suis, après tout, qu'un homme bien ordinaire. « Je ne croirais jamais chose pareille, m'écriai-je. Vous avez, dans la mesure du possible, élevé le métier de policier à la hauteur d'une science exacte. » Ces paroles, et surtout la manière sincère dont je les avais prononcées, firent rougir de plaisir mon compagnon. J'avais déjà remarqué qu'il était aussi sensible aux flatteries qui visaient son talent qu'une jolie femme peut l'être à celle qui s'adresse à sa beauté. « J'ai encore autre chose à vous apprendre, dit-il. L'homme qui portait les chaussures fines et celui qui avait les souliers carrés du bout sont venus dans le même fiacre. Pendant qu'ils marchaient dans l'allée, ils étaient dans des termes aussi amicaux que possible. Probablement même se donnaient-ils le bras. Une fois entrés dans la chambre, ils se mirent à marcher de long en large, ou plutôt, l'homme aux chaussures fines est resté en place, tandis que l'autre, celui au bout carré, arpentait la pièce. J'ai lu tout cela dans la poussière du plancher, et j'ai même vu que plus le dernier marchait, plus il devenait surexcité. Ceci m'a été démontré par la longueur de ses enjambées qui augmentait toujours davantage. Il parlait en même temps, et sa colère arrivait sans doute à son paroxysme. Ce fut le moment où la tragédie se dénoua. Je vous ai maintenant dit tout ce que je sais moi-même, car le reste n'est que probabilité et conjecture. Dans tous les cas, nous avons pour point de départ une excellente base. Seulement, je tiens à me hâter, car je compte aller cet après-midi au concert de Halle pour entendre Norman Neruda. Pendant cette conversation, notre fiacre avait traversé une longue succession de rues sales et de ruelles détournées. Au milieu de la plus obscure et de la plus triste, notre cocher s'arrêta brusquement. « Audley Court est là, dit-il, montrant avec son fouet un passage étroit qui s'ouvrait dans la longue ligne sombre formée par les murs de briques. Vous me trouverez ici quand vous reviendrez. » Audley Court ne présentait pas un aspect enchanteur. L'étroit passage franchi, nous débouchâmes dans une cour carrée, grossièrement dallée et entourée de taudis sordides. Nous nous frayâmes un chemin au milieu de groupes d'enfants peu débarbouillés et à travers des rangées de linge d'une couleur indéfinissable, jusqu'à une porte où on lisait au-dessus du numéro 46 le nom de Rance, gravé sur une plaque de cuivre. À la question posée par nous, on répondit que l'agent de police était dans son lit et on nous fit entrer dans un petit salon pour attendre sa venue. Il parut bientôt, visiblement mécontent d'avoir été interrompu dans son sommeil. « J'ai fait mon rapport au bureau, dit-il. » Holmes tira de sa poche un demi-souverain avec lequel il se mit à jouer négligemment. « Nous avions envie d'entendre le récit de l'affaire de votre propre bouche, dit-il. »« Je serais très heureux de vous dire ce que je sais là-dessus, » répondit l'agent de police, sans quitter des yeux la petite pièce d'or. « Racontez-nous donc, à votre manière, tout ce qui s'est passé. » Rance s'assit sur un canapé de crin et, fronçant les sourcils sous l'effort qu'il faisait pour ne rien omettre de sa narration, commença en ces termes. « Je vais tout vous dire depuis A jusqu'à Z. Mon tour de service commence à 10 heures pour finir à 6 heures du matin. À 11 heures, il y eut une rixe au cœur d'argent, mais à part cela, tout était assez tranquille dans mon secteur. À 1 heure, la pluie a commencé à tomber. Je rencontrai alors Harry Mercer, le camarade du quartier de Hollande,
et nous restâmes quelque temps à causer ensemble au coin de la rue Henriette. Tout à coup, il pouvait bien être 2 heures ou 2 heures et quelques minutes, j'ai pensé que je ferais bien de faire un tour du côté de Brixton Road pour voir s'il n'y avait rien de nouveau par là. Ce coin était terriblement sale et désert. Je n'ai pas rencontré une âme tout le long du chemin, quoique un fiacre ou deux m'ait dépassé. Je marchais doucement, en pensant combien un quart de gin chaud me ferait du bien, quand soudain j'aperçus une lueur à la fenêtre de la maison en question. Or, je savais que ces 2 maisons du jardin Lauriston étaient inhabitées, par la raison que le propriétaire se refusait à réparer les conduits, quoique le dernier locataire y fût mort d'une fièvre typhoïde. Je restais donc interloqué en voyant cette fenêtre ainsi éclairée, et je soupçonnais tout de suite qu'il se passait là quelque chose d'anormal. Quand j'arrivai à la porte, « Vous vous êtes arrêté, puis vous êtes revenu jusqu'à la grille, » interrompit mon compagnon. « Pourquoi cela ?» Rance sursauta et regarda Sherlock Holmes avec l'expression de l'ahurissement le plus complet. « Mais c'est que c'est exactement ce qui s'est passé, monsieur. Pourtant, il n'y a que le diable qui ait pu vous le dire. Voyez-vous, quand je suis arrivé à la porte, devant cette bâtisse si silencieuse et si abandonnée, je pensais que je ne m'en trouverais pas plus mal si je m'adjoignais à un camarade. Vous savez, je n'ai certainement peur de rien de la part des hommes. Cependant, je réfléchis que cela pouvait bien être le bonhomme mort de la fièvre typhoïde, qui revenait inspecter ses maudits conduits. Cette idée-là me fit passer un tel frisson par tout le corps que je retournai à la grille pour voir si je n'apercevrais pas la lanterne de Mercer. Mais il n'y avait pas une âme en vue. Personne dans la rue ? Pas un être humain, monsieur, pas même un chien. Alors, je pris un peu sur moi, je revins sur mes pas, et j'ouvris la porte. À l'intérieur, tout était tranquille. Je pénétrai dans la pièce où la lumière brillait. Il y avait une bougie allumée sur la cheminée, une bougie en cire rouge. Et alors, je vis... Oui, je sais ce que vous avez vu. Vous avez fait plusieurs fois le tour de la chambre, vous vous êtes agenouillé près du cadavre, puis vous avez traversé cette pièce et vous avez essayé d'ouvrir la porte de la cuisine. Et ensuite... John Rance se leva d'un bond, et d'un air effrayé et soupçonneux tout à la fois. « Où étiez-vous caché pour voir tout cela ?» s'écria-t-il. « M'est avis que vous en savez plus que de raison. » Holmes éclata de rire, et jeta sa carte sur la table. « N'allez pas m'arrêter pour ce crime, dit-il. Je suis un chien de meute, et non pas l'animal de chasse. Monsieur Gregson ou monsieur Lestrade pourront vous le dire. Mais continuez donc. Qu'avez-vous fait après cela ?» Rance se rassit, non sans conserver un air inquiet. J'allai à la grille et je donnai un coup de sifflet. Mercer et 2 autres agents accoururent à ce signal. La rue était-elle déserte à ce moment ? Mon Dieu, oui, elle l'était, ou du moins à peu près. Que voulez-vous dire ? L'agent de police esquissa une grimace. J'ai vu bien des ivrognes dans ma vie, dit-il. Mais jamais, au grand jamais, un ivrogne plus complètement ivre que le voyou qui était là au moment où je suis sorti. Il se tenait cramponné au barreau de la grille et chantait à tue-tête le refrain de Colombine, et sa bannière ou quelque scie du même genre. Il ne pouvait pas se tenir debout, encore bien moins nous être d'un secours quelconque. « Comment était cet homme ?» demanda Sherlock Holmes. John Rance sembla agacé de l'insistance que mettait mon ami à le questionner sur un point aussi étranger à l'affaire. « Eh bien, c'était un homme outrageusement ivre. Bien sûr, il se serait réveillé ce matin au poste si nous n'avions pas eu d'autres préoccupations plus sérieuses. »« Et sa figure ? Ses vêtements ? Ne les avez-vous pas observés ?» reprit Holmes avec impatience. « Je crois bien que je les ai observés, puisque nous avons dû le soutenir, Mercer et moi, un de chaque côté. C'est un grand diable, à la figure rouge, avec... »« Cela suffit, » interrompit Holmes. « Qu'est-ce qu'il est devenu ?»« Nous avions trop à faire pour nous occuper de lui, » répondit l'agent de police d'un air grognon. « Je parierais bien qu'il a retrouvé tout de même le chemin de sa maison. »« Comment était-il vêtu ?»« D'un pardessus brun. »« Avait-il un fouet à la main ?»« Un fouet ? Non. »« Alors il a dû le laisser dans la voiture, » murmura mon compagnon. « Vous n'avez pas, par hasard, vu ou entendu un fiacre, un moment après ? » « Non. »« Voici pour vous, »
dit mon compagnon en lui remettant le demi-souverain. Puis il se leva et prit son chapeau. « J'ai peur, Rance, que vous n'arriviez jamais à monter bien haut en grade. Il ne faut pas considérer votre tête comme un simple ornement physique. Il faut surtout en faire un instrument utile. Vous auriez pu, hier soir, gagner vos galons de brigadier. L'homme que vous avez eu entre les mains est justement celui qui possède la clé de ce mystère. En un mot, c'est l'homme même que nous recherchons. Inutile de discuter là-dessus. Je vous dis que c'est comme cela. Venez, docteur. » Nous retournâmes vers notre voiture, laissant l'agent évidemment inquiet, quoique encore incrédule. « Le quadruple idiot !» laissa échapper Holmes amèrement, tandis que nous roulions dans la direction de notre logis. « Pensez qu'il a eu une aubaine pareille entre les mains et qu'il n'a pas su en profiter. »« Je ne vois pas encore clair dans tout cela, dis-je. Il est bien sûr que la description de cet homme répond à celle que vous nous avez donnée du second acteur du drame. Mais pourquoi serait-il revenu sur le lieu du crime ? Ce n'est pas ainsi qu'agissent les criminels. Et la bague, mon ami, la bague. Voilà pourquoi il est revenu. Si nous n'avons pas d'autre moyen de le happer, nous pouvons toujours nous servir de cette bague pour amorcer notre ligne. Mais je l'aurai, docteur. Je vous parie 2 contre 1 que je l'aurai. C'est bien à vous que j'en serai redevable, car sans vous, je ne me serais probablement pas dérangé, et j'aurais manqué ainsi l'étude la plus intéressante que j'ai encore rencontrée. Une étude de rouge, hein, comme dirait un peintre. De quel beau rouge n'est-il pas, en effet, ce fil teint par le sang d'un crime et qui se perd au milieu de l'écheveau, emmêlé des existences humaines. C'est à nous de le dévider, à nous de l'isoler, de l'étudier brin par brin. Pour le moment, rentrons déjeuner, puis j'irai entendre Norman Neruda. Sa manière d'attaquer la note et son coup d'archet sont vraiment parfaits. Quelle est donc cette petite machine de Chopin qu'elle joue si bien ? Tralala, lira, lira, lari. Et, renversé au fond de la voiture, ce limier amateur chantait comme un oiseau, pendant que je méditais sur les contrastes si divers qu'offre l'esprit humain. Chapitre 5. L'annonce amène un visiteur. Les émotions de cette matinée avaient été trop fortes pour ma santé, encore chancelante, et dans la journée je me sentis horriblement fatigué. Après le départ de Holmes pour le concert, je m'étendis sur le canapé, espérant pouvoir dormir 1 heure ou 2. Ce fut en vain. J'avais été trop surexcité par tout ce qui s'était passé, et les idées les plus fantastiques, les suppositions les plus étranges tourbillonnaient dans mon cerveau. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais ce cadavre avec sa tête de gorille, ses membres tordus. Si pénible était l'impression produite ainsi sur moi, que j'arrivais à en savoir bon gré à l'assassin. Car certainement, si jamais mortel a porté inscrits sur son visage tous les stigmates du vice dans ce qu'il a de plus repoussant, c'était bien le sieur Enoch J. Draper de Cleveland. Cependant, j'étais bien forcé de le reconnaître. Quelque peu intéressante que fût la victime, la justice devait suivre son cours et la loi ne pouvait trouver de circonstances atténuantes pour un si grand crime. Plus j'y réfléchissais, plus je m'étonnais de l'assurance avec laquelle mon compagnon affirmait que cet homme avait été empoisonné. Je me rappelais bien qu'Holmes s'était penché sur les lèvres du cadavre pour les renifler, et j'étais persuadé qu'il avait alors découvert quelque indice le mettant sur la voie. De plus, si ce n'était pas le poison, quelle autre cause aurait pu occasionner sa mort, puisque le corps ne présentait ni trace de blessure, ni marque de strangulation. Et cependant, d'où provenait ce sang dont on voyait par terre une couche si épaisse ? Il n'y avait aucun signe de lutte, pas d'apparence que la victime ait eu entre les mains une arme pour se défendre. Tout cela restait mystérieux, et je sentais bien que tant que ces questions ne seraient pas résolues d'une manière satisfaisante, ni Holmes ni moi ne pourrions dormir en paix. Pour sa part, mon ami semblait si tranquille et si sûr de son fait qu'il avait déjà dû, j'en étais persuadé, se formuler une théorie, expliquant tous les faits. Mais quelle était cette théorie ? Voilà ce qu'il m'était impossible de deviner. Holmes rentra très tard, si tard même qu'il devint évident pour moi que ce n'était pas le concert seul qui l'avait retenu si longtemps. Le dîner était déjà servi lorsqu'il revint.
C'était splendide, dit-il en s'asseyant. Vous rappelez-vous ce que Darwin dit de la musique ? Il prétend que l'homme savait faire naître des sons harmonieux et en jouir réellement bien avant d'avoir pu parler. Peut-être est-ce à cause de cela que la musique nous impressionne d'une manière si pénétrante. Nous portons en nous des réminiscences vagues de cet âge perdu dans la brume du passé, de cette époque où le monde était encore dans son enfance. C'est une conception un peu vaste, remarquai-je. Les conceptions doivent être aussi vastes que la nature, lorsqu'elles sont appelées à l'interpréter, répondit-il. Mais qu'avez-vous donc ? Vous ne semblez pas être dans votre assiette. Est-ce que l'affaire de Brixton Road vous aurait bouleversé à ce point ? Oui, je dois l'avouer. Je devrais cependant être plus endurci après toutes mes aventures d'Afghanistan. J'ai vu à Maiwand mes pauvres camarades hachés en morceaux, et ce terrible spectacle ne m'a cependant pas fait perdre un instant mon sang-froid. Je vous comprends très bien. Il y a dans le cas présent un mystère qui parle haut à votre imagination. Or, là où l'imagination ne travaille pas, l'horreur n'existe pas. Avez-vous lu les journaux de ce soir ? Non. Ils donnent un compte-rendu assez exact de l'affaire, et ils ne mentionnent pas la découverte de la bague de femme qui est tombée par terre quand on a soulevé le cadavre. Il vaut mieux qu'il en soit ainsi. Pourquoi ? Lisez cette annonce, répondit-il. Dès notre retour ce matin, j'ai envoyé l'appareil à chacun des journaux de Londres. Il me tendit le journal et je regardai à l'endroit indiqué. C'était la première annonce de la colonne réservée aux objets perdus. Elle était rédigée en ces termes. Il a été trouvé ce matin, dans Brixton Road, à moitié chemin entre la taverne du Cœur d'Argent et Holland Grove, un anneau de mariage en or uni, s'adressait à monsieur le docteur Watson, 221 bis Baker Street, entre 8 et 9 heures du soir. Pardonnez-moi de m'être servi de votre nom, dit-il. Si j'avais mis le mien, quelques-uns de ces idiots l'auraient remarqué et auraient voulu se mêler de la chose. Vous avez eu raison, répondis-je. Mais supposez que ce quelqu'un se présente. Je n'ai pas de bague. Si fait, reprit-il en m'en tendant une. Voici qui fera très bien l'affaire. C'est presque un fac-similé. Et d'après vous, qui va répondre à cette annonce ? Mais l'homme au pardessus brun, notre ami à la figure rouge et aux souliers à bout carré. Ou, s'il ne vient pas lui-même, il enverra en tout cas un complice. Ne trouvera-t-il pas cette démarche bien dangereuse ? Nullement. Si mes suppositions sont exactes, et j'ai tout lieu de croire qu'elles le sont, cet homme serait prêt à braver tous les périls, plutôt que de perdre cette bague. Selon moi, il a dû la laisser tomber en se penchant sur le cadavre de Drebber, et au moment même, il n'y a pas fait attention. Ce n'est qu'après son départ qu'il s'en est aperçu, et il s'est hâté de revenir. Mais la police était déjà en train d'instrumenter par suite de la faute qu'il avait commise en laissant la bougie allumée. Pour détourner les soupçons que sa présence pouvait faire naître, il a été obligé de simuler l'ivresse. Maintenant, mettez-vous un instant à sa place. En y réfléchissant, il a dû supposer qu'il avait bien pu perdre cette bague dans la rue après être sorti de la maison. Que fera-t-il donc ? Il lira attentivement les journaux du soir à l'article « Objet trouvé ». Naturellement, notre annonce lui sautera aux yeux et il en sera transporté de joie. Pourquoi soupçonnerait-il un piège ? Il n'a aucune raison de croire que la découverte de la bague puisse se rattacher au crime. Donc, il doit venir. Il viendra. Vous le verrez apparaître avant 1 heure d'ici. Et alors ? demandai-je. Oh, alors, laissez-moi faire. Avez-vous des armes ? J'ai mon ancien revolver d'ordonnance et quelques cartouches. Vous feriez bien de le mettre en état et de le charger. Nous allons avoir affaire à un homme qui luttera en désespéré. Et bien que je compte le surprendre sans qu'il s'y attende, il vaut mieux être préparé à toutes les éventualités. J'allai dans ma chambre mettre son conseil en pratique. Lorsque je revins avec mon revolver, la table était desservie et Holmes s'était plongé dans son passe-temps favori. Il grattait les cordes de son violon. « L'action se resserre, dit-il, en me voyant entrer. Je viens de recevoir la réponse au télégramme que j'ai envoyé en Amérique. Toutes mes prévisions se réalisent. »« Et lesquelles ? » demandai-je vivement. « Mon violon a besoin de cordes neuves, remarqua-t-il tout simplement. Mettez votre revolver dans votre poche. Quand l'individu sera là, parlez-lui de la façon la plus naturelle et fiez-vous à moi pour le reste.
Surtout, ne l'effrayez pas en le regardant trop fixement. Il est maintenant 8 heures, dis-je en regardant ma montre. Oui, il sera probablement ici dans quelques minutes. Entrebâillez la porte. Comme cela. Bien. Maintenant, mettez la clé à l'intérieur. Merci. Voici un vieux bouquin très curieux que j'ai pêché hier à un étalage. De Jure inter gentes, publié en latin à Liège, Pays-Bas, en l'an 1642. La tête de Charles Ier était encore solide sur ses épaules à l'époque où ce petit volume à la reliure brunâtre fut imprimé. Quel en est l'éditeur ? Un certain Philippe de Croix. Sur la première page, on voit écrit avec une encre jaunie « Ex libris Guglielmi White ». Je me demande qui pouvait être ce Guillaume White. Quelque magistrat zélé du XVIIe siècle, sans doute. Son écriture sent l'homme de loi. Mais, si je ne me trompe, voici notre homme. Au moment où il prononçait ces paroles, la sonnette venait de tinter violemment. Sherlock Holmes se leva doucement et tourna sa chaise dans la direction de la porte. Nous entendîmes la servante passer dans l'antichambre, puis tirer le verrou. « Est-ce ici que demeure le docteur Watson ?» demanda une voix claire, bien qu'un peu rude. La réponse de la servante ne parvint pas jusqu'à nous, mais la porte se referma et quelqu'un monta l'escalier. Le pas était incertain et hésitant. Une expression de surprise se manifesta sur les traits de mon compagnon en écoutant ce bruit. Le son se rapprocha doucement, on frappa un coup timide à la porte. « Entrez !» criai-je. À cette invitation, au lieu de l'homme à l'aspect brutal sur lequel nous comptions, nous vîmes une femme très vieille et toute ridée qui entra en boitant et trébuchant. Elle parut éblouie en se retrouvant subitement en pleine lumière, et, après avoir esquissé une révérence, elle resta là, à clignoter de ses yeux chassieux, tout en farfouillant dans sa poche d'une façon nerveuse. Je jetai un coup d'œil à mon compagnon, et je lus sur son visage une telle expression de désappointement que j'eus toutes les peines du monde à garder mon sérieux. La vieille sorcière tira enfin un journal du soir et nous montra l'annonce. « Voilà ce qui m'amène, mes bons messieurs, dit-elle, faisant une autre révérence. Un anneau de mariage en or, trouvé dans Brixton Road. Ce doit être celui de ma fille Sally, qui s'est mariée il y a juste un an et dont le mari est maître d'hôtel à bord d'un bateau de l'Union. Je n'ose pas penser à ce qu'il ferait si, à son retour, il trouvait ma pauvre fille sans sa bague, parce que, voyez-vous, il a d'habitude la main assez leste. Mais ce n'est rien, auprès de ce qu'il est quand il a bu. Ne vous en déplaise, Sally est allée hier au soir au cirque avec... Est-ce sa bague ? demandai-je. Dieu soit loué, s'écria la vieille femme. Comme Sally sera heureuse ce soir. C'est bien la bague. Voulez-vous me donner votre adresse ? demandai-je en prenant un crayon. 13 Duncan Street, Houndsditch, bien loin d'ici, comme vous voyez. Il ne me semble pas que Brixton Road se trouve sur le chemin du cirque de Houndsditch, observa Sherlock Holmes sèchement. La vieille femme se retourna et, sous ses paupières rougies, lui jeta un regard perçant. « Le monsieur m'a demandé mon adresse, dit-elle. Sally, elle, demeure au numéro 3, Mayfield Place, Peckham. Votre nom, dis-je. Mon nom est Sawyer. Celui de Sally, Dennis. Elle est la femme de Tom Dennis, un beau garçon, bien tourné. Tant qu'il est en mer, il n'a pas son pareil. Et il n'y a pas de maître d'hôtel qui soit plus apprécié que lui dans la compagnie. Mais à terre, entre les femmes et les marchands de vin... Voici votre bague, mistress Sawyer, lui dis-je en l'interrompant sur un signe de mon compagnon. Elle appartient bien évidemment à votre fille, et je suis heureux de pouvoir la restituer à son légitime propriétaire. La vieille mégère la mit dans sa poche en marmottant entre ses dents un tas de bénédictions et de protestations de reconnaissance. Puis nous l'entendîmes descendre l'escalier de son pas mal assuré. À peine avait-elle franchi la porte que Sherlock Holmes, se levant comme mu par un ressort, se précipita dans sa chambre. Il revint au bout de quelques secondes à peine, enveloppé dans un ulster, avec une cravate qui lui cachait la moitié du visage. « Je vais la suivre, dit-il rapidement.
Elle doit être un complice, et elle me mènera à un autre homme. Attendez-moi. » La porte de l'antichambre s'était à peine refermée sur notre visiteuse que Holmes était déjà dans l'escalier. Par la fenêtre, je pus voir la vieille se traînant péniblement sur le trottoir opposé, tandis que son fileur la suivait à quelques pas. Ou toute sa théorie est fausse, pensai-je en moi-même, ou il va arriver ainsi au cœur même du mystère. Il n'avait pas besoin de me demander de l'attendre, car je sentais bien qu'il me serait impossible de dormir tant que je ne connaîtrais pas le résultat de cette aventure. Il était tout près de 9 heures lorsque Holmes partit. Comme je n'avais pas idée du temps qu'il pouvait rester absent, je m'établis confortablement et me mis à fumer une pipe, tout en feuilletant les scènes de la vie de bohème d'Henry Murger. 10 heures sonnèrent, et j'entendis les pas de la servante qui allait se coucher. 11, et le pas plus lourd de la propriétaire qui allait en faire autant. Enfin, il était environ minuit lorsque j'entendis le grincement de la clé de Holmes dans la serrure. Dès son entrée, je vis sur sa figure qu'il n'avait pas réussi. Il semblait tout à la fois amusé et désappointé. Quand, la gaieté prenant définitivement le dessus, il éclata de rire et s'écria en tombant dans un fauteuil. « Pour rien au monde, je ne voudrais que ces messieurs de Scotland Yard aient vu ce qui s'est passé. Je me suis tellement moqué d'eux qu'ils me blagueraient à leur tour jusqu'à la fin de mes jours. Mais moi, je puis en rire, car je suis bien certain d'être toujours au moins à leur hauteur. »« Que s'est-il donc passé ?» demandai-je. « Oh, je ne crains pas de raconter comment j'ai été roulé, dupé. Cette vieille bonne femme avait marché quelque temps, lorsqu'elle commença à boiter comme si elle avait mal aux pieds. Puis elle s'arrêta, et elle a un fiacre qui passait. Je m'arrangeais pour être tout près d'elle au moment où elle donnait son adresse. Mais c'était là une précaution inutile, car elle cria assez haut pour se faire entendre de l'autre côté de la rue. « Conduisez-moi numéro 13 Duncan Street, Houndsditch. » À ce moment-là, je crus qu'elle nous avait dit la vérité, et l'ayant vue installée dans l'intérieur de la voiture, je m'accrochai derrière. C'est un petit talent que tout policier devrait posséder. Nous voilà partis, et nous roulons sans un seul arrêt, vers l'adresse indiquée. Je saute à terre avant d'arriver à la porte, et je me mets à suivre la rue en flânant d'un air distrait. Le fiacre s'arrête, le cocher descend de son siège, ouvre la portière et attend. Rien ne sort. J'avais vu tout cela du coin de l'œil. Quand j'arrivai auprès de la voiture, le cocher était plongé dedans et cherchait jusque sous les coussins d'un air affolé, tout en défilant le plus joli chapelet de jurons que j'ai entendu de ma vie. Il n'y avait pas plus de clients que dans ma main, et je crains bien qu'il ne revoie de longtemps le prix de sa course. Au numéro 13, on nous apprit que la maison appartenait à un honorable marchand de papier peint du nom de Keswick, et que les noms de Sawyer et de Dennis y étaient totalement inconnus. « Allons donc !» m'écriai-je, stupéfait. « Vous ne me ferez pas croire que cette vieille bonne femme, qui ne tenait pas sur ses jambes, ait été capable de sauter d'un fiacre en marche, sans que vous ou le cocher vous en soyez aperçus. »« Au diable, la vieille bonne femme !» répliqua Sherlock Holmes amèrement. « C'est nous, les bonnes femmes, pour avoir ainsi donné dans le panneau. Ce personnage ne pouvait être qu'un homme jeune, et très vigoureux même, sans compter que c'est un acteur incomparable. Son déguisement était la perfection même. Il s'est évidemment aperçu qu'il était filé, et il a usé de ruse pour me glisser entre les doigts. Cela prouve que l'homme que nous poursuivons n'est pas seul, comme je l'avais cru jusqu'ici, et qu'il a des amis tout prêts à risquer gros pour lui. Docteur, vous avez l'air éreinté. Croyez-moi, allez vous coucher. » Comme, par le fait, je me sentais très fatigué, je suivis ce conseil. Je laissai Holmes devant un feu de braise, et bien avant dans la nuit, j'entendis encore les gémissements contenus et mélancoliques de son violon. Preuve qu'il méditait toujours sur l'étrange problème qu'il s'était juré de résoudre. Chapitre 6 où Thomas Gregson montre de quoi il est capable. Les journaux du lendemain ne parlaient que du mystère de Brixton, comme ils l'intitulaient. Chacun donnait un long compte-rendu de l'affaire, quelques-uns même en avaient fait leur article de tête. J'y relevais plusieurs détails nouveaux pour moi. Comme mon calepin contient encore plusieurs extraits, découpés à cette époque, en voici un résumé. Le Daily Telegraph
remarquait qu'on avait rarement rencontré, dans les annales judiciaires, un drame présentant un caractère plus étrange. Le nom allemand de la victime, l'absence de tout motif apparent du crime, l'inscription sinistre laissée sur le mur, tout tendait à faire croire qu'on se trouvait en présence d'un acte commis par des réfugiés politiques et des révolutionnaires. Les socialistes avaient beaucoup de ramifications en Amérique, et la victime, ayant transgressé le code de leurs lois secrètes, avait peut-être été traquée par eux jusqu'à Londres. Après quelques légères digressions sur la Sainte Vême, l'Agua Tofana, les Carbonari, la marquise de Brinvilliers, le darwinisme, les préceptes de Malthus, les crimes des voleurs de grand chemin de Radcliffe, l'article concluait en adressant un appel au gouvernement et en l'adjurant d'exercer une surveillance plus efficace sur les étrangers domiciliés en Angleterre. Le Standard commentait le fait en faisant remarquer que c'est toujours lorsque les libéraux sont au pouvoir qu'on voit se commettre de pareils attentats, au mépris de toutes les lois existantes. Voilà où peuvent mener le trouble et la confusion qu'on sème dans l'esprit des masses et qui engendre l'amoindrissement de tout principe d'autorité. La victime était un Américain arrivé depuis quelques semaines dans la métropole. Il avait élu domicile dans la pension de Madame Charpentier à Torquay Terrace, dans le quartier de Camberwell, et était accompagné dans son voyage par son secrétaire particulier, M. Joseph Stangerson. Tous les deux avaient fait leurs adieux à leur propriétaire le mardi 4 du mois courant et s'étaient dirigés vers la station d'Euston, en déclarant qu'ils avaient l'intention de prendre l'express pour Liverpool. Plus tard, on les avait vus encore ensemble dans la salle d'attente. Mais depuis lors, on ne savait plus rien sur leur compte, jusqu'au moment où, comme on le sait, le corps de M. Drebber fut découvert dans une maison inhabitée de Brixton Road, à plusieurs kilomètres d'Euston. Qui l'avait amené là? Quel était l'assassin? Autant de mystères. On ignore, ajoutait le journal, ce qu'est devenu Stangerson. Mais nous sommes heureux d'apprendre que c'est à messieurs Lestrade et Gregson de Scotland Yard qu'on a confié la mission de diriger les recherches et nous pouvons affirmer avec confiance que ces deux agents, dont le zèle et l'habileté sont si connus, ne tarderont pas à faire sur tous ces faits une lumière complète. Le Daily News ne doutait pas un seul instant qu'on ne se trouvât en présence d'un crime politique. Le despotisme et la haine de toute liberté dont étaient animés les gouvernements du continent avaient eu pour effet de faire émigrer sur nos rives un grand nombre d'hommes qui auraient pu se montrer excellents citoyens s'ils n'étaient pas encore ulcérés par le souvenir de tout ce qu'ils venaient de souffrir. Sur ces hommes pesait un code d'honneur aux lois inflexibles qui punissait de mort la moindre infraction. Tous les efforts devraient tendre à retrouver le secrétaire Stangerson et à se renseigner de la façon la plus exacte sur les habitudes de la victime. Du reste, l'enquête avait déjà fait un grand pas en découvrant la maison où elle avait logé, et cet heureux résultat était entièrement dû à la perspicacité et au zèle de M. Gregson de Scotland Yard. Sherlock et moi nous lûmes tous ces articles pendant notre déjeuner, et mon ami sembla s'en divertir beaucoup. Je vous avais bien dit que, quoi qu'il arrive, Lestrade et Gregson sauraient récolter des lauriers. Tout dépend de la tournure que va prendre l'affaire. Oh, laissez donc, cela n'y fera ni chaud ni froid. Si l'homme est arrêté, ce sera grâce à leurs efforts. S'il leur échappe, ce sera malgré leurs efforts. Ils jouent là à coup sûr. Quoi qu'ils fassent, ils auront toujours des partisans. Un sot trouve toujours un plus sot qu'il admire. Mais qui diable nous arrive ici? Interrompis-je brusquement. En effet, à ce moment, des bruits de pas, de savates traînées, se faisaient entendre dans le vestibule et dans l'escalier, en même temps que de violentes exclamations de dégoût proférées par notre propriétaire. « C'est la petite division de police de Baker Street, » répliqua mon compagnon gravement, et aussitôt une demi-douzaine de petits voyous les plus sales et les plus dégoûtants que j'aie jamais vus firent irruption dans la pièce. « Attention !» s'écria Holmes sévèrement, et les petits vauriens se mirent sur un rang et restèrent immobiles, comme six vilaines petites statues. « À l'avenir, vous enverrez Wiggins seul au rapport, et vous attendrez dans la rue. »
Y a-t-il quelque chose de nouveau, Wiggins ? Non, monsieur, répondit l'interpellé. C'est bien ce que je pensais. Mais vous continuerez vos recherches jusqu'à ce qu'elles aboutissent. Voici votre paye. Il tendit à chacun 1 shilling. Maintenant, filez, et revenez avec de meilleures nouvelles. Il fit un geste de la main, et tous disparurent comme autant de rats pour faire entendre un instant après dans la rue leur voix glapissante. On est souvent mieux renseigné par un de ces petits bonhommes que par une douzaine d'agents de police, remarqua Holmes. L'aspect seul d'un agent officiel suffit à rendre les gens muets, tandis que ces gamins se faufilent partout et peuvent tout entendre. Ils sont même fins comme l'ambre et il ne leur manque vraiment qu'une bonne organisation. Est-ce à propos du mystère de Brixton que vous les employez ? Demandai-je. Oui, il y a un point que je tiens à éclaircir. C'est du reste simplement une affaire de temps. Ha ha, nous allons apprendre du nouveau et savoir comment Gregson a pris sa revanche. Le voici qui descend la rue avec un air de béatitude empreint sur toute sa figure. Il vient certainement ici. Oui, le voilà qui s'arrête. L'agent tira violemment la sonnette, escalada l'escalier en 3 bonds et se précipita dans le salon. « Mon cher monsieur !» cria-t-il en serrant une main que Holmes ne lui tendait pas. « Félicitez-moi. J'ai tout rendu clair comme de l'eau de roche. » Je crus surprendre un vague sentiment d'inquiétude sur la figure si expressive de mon compagnon. « Venez-vous donc nous annoncer que vous avez trouvé une bonne piste ?» demanda-t-il. « Trouver une piste ? Mais, mon cher, nous tenons l'homme. Il est déjà sous clé. » Son nom ? Monsieur Arthur Charpentier, enseigne de la Marine royale, prononça pompeusement Gregson en se frottant les mains et en faisant jabot. Sherlock Holmes poussa un soupir de soulagement et redevint immédiatement tout souriant. « Asseyez-vous donc et tâtez d'un de ces cigares, dit-il. Nous sommes très impatients de savoir comment vous avez tout découvert. Voulez-vous un peu de whisky avec de l'eau ? Ce n'est pas de refus, répondit l'agent de police. Le travail incroyable auquel je me suis astreint pendant ces 2 derniers jours m'a éreinté. Ce n'est pas tant, vous saisissez bien, l'effort physique que la tension d'esprit. Vous pouvez me comprendre mieux que personne, monsieur Sherlock Holmes, car nous sommes, vous et moi, des gens qui soumettons notre cerveau à de rudes épreuves. Vous me faites trop d'honneur, répliqua Holmes avec le plus grand sérieux. Mais apprenez-nous donc comment vous êtes arrivé à un résultat si remarquable. L'agent de police s'installa dans un fauteuil et se mit à regarder avec complaisance les spirales de fumée qui s'échappaient de son cigare. Puis, tout à coup, il se donna une tape sur la jambe avec tous les signes de la plus franche gaieté. « Le plus drôle, s'écria-t-il, c'est que cet imbécile de l'estrade, qui se croit si malin, est parti ventre à terre sur la mauvaise piste. Il est à la recherche du secrétaire Stangerson, qui n'est pas plus mêlé à ce crime qu'un enfant qui vient de naître. Il l'a peut-être déjà arrêté à l'heure qu'il est. » Cette idée parut à Gregson tellement bouffonne qu'il faillit s'étrangler à force de rire. « Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie ? » ?»« Ah, je vais vous raconter ça. Mais, Dr. Watson, tout ceci entre nous, naturellement. La première difficulté à laquelle nous nous soyons heurtés était l'absence de tout renseignement sur les tenants et aboutissants de cet Américain. D'aucuns auraient attendu les réponses aux annonces insérées dans les journaux ou bien les renseignements spontanés qu'on serait venu leur apporter. Mais ce n'est pas ainsi que travaille Tobias Gregson. Vous rappelez-vous le chapeau qui était près du cadavre ? Oui, dit Holmes. Un chapeau de chez John Underwood & Sons, 129, Camberwell Road. Gregson sembla un peu désorienté. « Je n'avais pas cru que vous ayez remarqué cela, dit-il. Êtes-vous allé chez le fabricant ? Non. Ah, s'écria Gregson avec soulagement. Voyez-vous, il ne faut jamais rien négliger, de quelque petite importance que cela puisse paraître. Rien n'est petit pour un grand esprit, fit Holmes sentencieusement. Eh bien, je suis allé, moi, chez Underwood, et je lui ai demandé à qui il avait vendu un chapeau de telle espèce et de telle dimension. Il consulta ses livres et retrouva tout de suite une indication à ce sujet. Il avait envoyé le chapeau en question à un monsieur Dreber,
demeurant dans la maison meublée Charpentier, Torquay Terrace. Voilà, j'avais déjà l'adresse. C'est fort, c'est très fort, murmura Sherlock Holmes. Puis, continua le détective, je me rendis chez madame Charpentier. Je constatai qu'elle était très pâle et très agitée. Sa fille était là dans la chambre, une bien jolie fille, ma foi. Elle avait les yeux rouges et ses lèvres tremblaient. Naturellement, tout cela ne m'a pas échappé, et je commençai à me douter qu'il y avait anguille sous roche. Vous connaissez ce sentiment-là, n'est-ce pas, monsieur Sherlock Holmes, lorsque vous tombez sur la bonne voie et que ça vous donne comme un frisson. Alors, je leur demandai « Avez-vous appris la mort mystérieuse de votre ancien locataire, monsieur Enoch J. Draper, de Cleveland ?» La mère fit signe que oui. Elle semblait incapable d'articuler une parole. Quant à la fille, elle éclata en sanglots. Il me parut de plus en plus évident que ces gens-là étaient mêlés à l'affaire. « À quelle heure M. Draper vous a-t-il donc quitté pour prendre le train ?» demandai-je. « À 8 heures, » dit la mère, en se raffermissant pour dominer son agitation. Son secrétaire, M. Stangerson, lui a dit qu'il y avait 2 trains, l'un à 9h15 et l'autre à 11h. Il se décida pour le premier. « Et vous ne l'avez plus revu ?» À cette question, la femme changea de figure et devint livide. Il lui fallut un bon moment pour se remettre, et pour pouvoir articuler un simple nom, et encore, fût-ce d'une voix rauque et hésitante. Il se fit un silence de quelques instants, puis la fille, d'une voix claire, « Ma mère, le mensonge n'a jamais rien produit de bon, dit-elle tranquillement. Soyons francs avec ce monsieur. Nous avons revu monsieur Draper. » « Que Dieu te pardonne !» s'écria madame Charpentier en levant les bras au ciel et en tombant dans son fauteuil. « Tu as tué ton frère !»« Arthur serait le premier à vouloir que nous disions la vérité, » répondit la fille avec fermeté. « Vous feriez mieux de me raconter exactement ce qui s'est passé, » repris-je, « car les demi-confidences sont pires que tout. De plus, vous ignorez jusqu'à quel point nous sommes renseignés. » « Que tout cela retombe sur toi, Alice !» cria sa mère. Puis, se retournant vers moi, « Je vous dirai donc tout, monsieur. Oh, mais n'allez pas attribuer mon agitation aux craintes que je pourrais avoir. Je suis trop sûre que mon fils n'a joué aucun rôle dans cette horrible affaire. Ma seule frayeur est que malgré son innocence, malgré toutes les impossibilités, il puisse paraître compromis. Heureusement pour lui, sa moralité irréprochable, sa profession, ses antécédents, tout témoigne en sa faveur. « Ce que vous avez de mieux à faire, je le répète, est de me parler à cœur ouvert, insistai-je. Soyez tranquille, si votre fils est innocent, il ne lui arrivera rien de fâcheux. »« Peut-être, Alice, ferais-tu mieux de me laisser en tête-à-tête avec monsieur, dit-elle. Sa fille se retira. « Non, monsieur, continua madame Charpentier, je n'avais pas l'intention de vous raconter tout cela. Mais, puisque ma pauvre fille a parlé, je n'ai plus à hésiter. Je vais tout vous dire, sans omettre un seul détail. »« C'est ce qu'il y a de plus sage, dis-je. Monsieur Draper a passé près de 3 semaines chez nous. Lui et son secrétaire, monsieur Stangerson, venaient de faire un voyage sur le continent. J'ai remarqué que chacune de leurs malles portait une étiquette de Copenhague. C'est donc là la dernière ville où ils avaient séjourné. Monsieur Stangerson était un homme calme, réservé, mais son maître, j'ai le regret de le dire, était tout l'opposé. Grossier et brutal, voilà ce qu'il était. Le soir même de son arrivée, il s'est grisé, et je dois avouer que, passé midi, il n'était plus jamais dans son état normal. Ses manières avec les servantes étaient d'une liberté et d'une familiarité repoussantes. Et, chose plus fâcheuse encore, il en vint bien vite à prendre la même attitude vis-à-vis de ma fille Alice. Plus d'une fois, il lui a parlé d'une façon que, Dieu merci, elle est trop innocente pour avoir pu comprendre. Une fois même, ne lui est-il pas arrivé de la prendre par la taille et de l'embrasser ? Son secrétaire lui-même en a été indigné et lui a adressé les plus vifs reproches sur la façon ignoble dont il se conduisait. « Mais pourquoi avoir supporté tout cela ?» demandai-je. « Je pense bien que vous êtes libre de vous débarrasser de vos locataires quand bon vous semble. » Madame Charpentier rougit à cette remarque si logique. « Dieu m'est témoin que je regrette assez de l'avoir pas mis à la porte le jour même de son arrivée, dit-elle. Mais c'était trop tentant. Ils payaient chacun 23 francs par jour, soit 350 francs par semaine à eux deux.
Et nous sommes maintenant dans la morte saison. Je suis veuve. Mon fils, qui est dans la marine, m'a coûté très cher. Je n'eus pas le courage de renoncer à cet argent, croyant agir pour le mieux. Mais la dernière incartade de M. Drebber dépassant toutes les bornes, je lui donnai congé en lui disant pourquoi. Voilà quelle fut la cause de son départ. C'est bon, continuez. Je me sentis soulagé en voyant partir mes locataires. Je dois vous dire que mon fils est en permission en ce moment, et que je n'avais pas osé lui parler de tout cela à cause de la violence de son caractère et de l'affection passionnée qu'il porte à sa sœur. Lorsque j'eus refermé la porte derrière ces gens, il me sembla que j'avais un grand poids de moins sur la poitrine. Hélas! Moins d'une heure après, j'entendais sonner. C'était M. Drebber qui revenait très surexcité et ayant évidemment beaucoup bu. Il fit irruption dans la pièce où je me tenais avec ma fille et je crus comprendre, au milieu d'un flot de paroles incohérentes, qu'il avait manqué son train. Puis il se tourna vers Alice et, devant moi, il eut l'impudence de lui proposer de s'enfuir avec lui. « Vous êtes majeur, dit-il, et il n'y a aucune loi qui puisse vous en empêcher. J'ai plus d'argent que je ne peux en dépenser. Ne faites pas attention à la vieille, mais venez avec moi, tout de suite. Allons, arrivez, vous vivrez en princesse. » Ma pauvre Alice fut si effrayée qu'elle s'écarta de lui, mais il la saisit par le poignet et chercha à l'entraîner vers la porte. Je me mis à crier, et au même moment, mon fils Arthur entra dans la chambre. Ce qui arriva alors, je n'en sais rien. J'entendis des jurons, un bruit de lutte, mais j'étais trop terrifié pour oser seulement lever les yeux. Quand je revins à moi, je vis Arthur debout sur le pas de la porte, une canne à la main et riant aux éclats. « Je ne crois pas que ce beau sire vienne vous ennuyer encore, dit-il. Je vais, cependant, le suivre et voir ce qu'il devient. » En disant ces mots, il prit son chapeau et descendit dans la rue. Le lendemain matin, nous avons appris la mort mystérieuse de M. Drebber. Ce récit fut entrecoupé par bien des soupirs et des interruptions. Par moments, Madame Charpentier parlait si bas que je pouvais à peine saisir ce qu'elle disait. Je pris quelques notes pour résumer son récit et ne pas commettre d'erreur. « C'est tout à fait palpitant, dit Sherlock Holmes en bâillant. Et ensuite ? Quand Madame Charpentier eut fini, continua l'agent, je vis que tout reposait sur un seul point. Aussi, la fixant avec un œil qui, je le sais, fait toujours une profonde impression sur les femmes, je lui demandai à quelle heure son fils était rentré. « Je ne sais pas, répondit-elle. « Vous ne savez pas ? Non, il a une clé, et il est rentré sans déranger personne. Étiez-vous déjà couché ? Oui. À quelle heure vous êtes-vous couché ? Vers 11 heures. Alors votre fils est resté au moins 2 heures dehors. Oui. Peut-être même 4 ou 5. Peut-être. Qu'a-t-il fait pendant tout ce temps ? Je n'en sais rien. Naturellement, j'étais édifié. Je m'assurai de l'endroit où se trouvait le lieutenant Charpentier. Je pris 2 agents avec moi et je le mis en état d'arrestation. Lorsque je le touchai à l'épaule et l'invitai à me suivre tranquillement, il me demanda avec effronterie « C'est sans doute comme impliqué dans l'affaire de cette canaille de Drebber que vous m'arrêtez ?» Comme nous ne lui avions encore rien dit, cette exclamation m'a paru tout à fait suspecte. « Tout à fait, » dit Holmes. Il tenait encore à la main la lourde canne, qu'au dire de sa mère, il avait prise pour suivre Drebber. C'est un gros gourdin en bois de chêne. « Quelle est votre opinion, alors ?» « Eh bien, mon opinion est qu'il a suivi Drebber jusqu'à Brixton Road. Là, une nouvelle altercation s'est élevée entre eux, et Drebber aura reçu je ne sais trop où, peut-être dans le creux de l'estomac, un coup de bâton qui aura occasionné la mort sans laisser aucune trace. La nuit était si pluvieuse qu'il n'y avait pas un chat dans les rues, et Charpentier a pu traîner le cadavre de sa victime dans la maison inhabitée. Quant à la bougie, au sang répandu et à l'inscription sur le mur, autant de ruses destinées à dérouter la police. « Très bien travaillé, » dit Holmes, sur un ton encourageant. « Vraiment, Gregson, vous faites des progrès. Nous arriverons à faire quelque chose de vous. Je me flatte, en effet, d'avoir conduit toute cette affaire assez proprement, » répondit avec suffisance l'agent de police. Le jeune homme a spontanément déclaré qu'il suivait Drebber depuis quelque temps déjà.
lorsque ce dernier l'aperçut et prit un fiacre pour lui échapper. Il prétend avoir rencontré alors, en rentrant chez lui, un ancien camarade de la marine et avoir fait avec celui-ci une longue promenade. Quand on lui a demandé où demeurait ce camarade, il s'est trouvé incapable de donner une réponse satisfaisante. Je crois que tout cela se tient parfaitement. Ce qui m'amuse le plus, c'est de penser que Lestrade galope sur la fausse piste. J'ai bien peur qu'il n'arrive pas à grand-chose. Eh, mais que diable, le voici en personne. C'était en effet Lestrade qui venait de monter l'escalier et entrait à ce moment. Mais il avait perdu tout ce qui caractérisait en général son maintien. Sa figure était bouleversée et ses vêtements en désordre. Il venait assurément dans l'intention de consulter Sherlock Holmes, car la vue de son collègue parut l'embarrasser et même le contrarier vivement. Il restait planté au milieu de la chambre, tortillant nerveusement son chapeau et ne sachant à quoi se décider. « C'est un cas bien extraordinaire, dit-il enfin. Une affaire tout à fait incompréhensible. »« Ah, vous trouvez ça, monsieur Lestrade ?» s'écria Gregson triomphalement. « Je pensais bien que c'était là que vous aboutiriez. Avez-vous fini par découvrir le secrétaire, monsieur Joseph Stangerson ?»« Ce secrétaire ? Ce Joseph Stangerson, prononça Lestrade gravement, a été assassiné ce matin vers 6 heures à l'hôtel d'Hallyday. Chapitre 7. Une lueur dans les ténèbres. La nouvelle que nous apportait Lestrade était si grave et si inattendue que nous restâmes tous les trois interdits. Gregson en sursauta sur son siège, renversant ce qui restait de son verre de whisky. Pour moi, je me contentais d'examiner en silence Sherlock Holmes, dont les lèvres se serraient et dont les sourcils s'abaissaient jusque sur les yeux. « Stangerson aussi, murmura-t-il. L'affaire se complique. »« C'était déjà bien assez compliqué, grommela Lestrade en s'asseyant, mais il me semble que je suis tombé en plein conseil de guerre. »« Vous êtes sûr de cette nouvelle ?» balbutia Gregson. « Je sors de sa chambre, dit Lestrade, et j'ai été le premier à faire cette découverte. » Nous venons d'entendre l'opinion de Gregson sur l'affaire, observa Holmes. Auriez-vous la complaisance de nous dire tout ce que vous avez vu et fait ? Volontiers, répondit Lestrade en s'asseyant. Je dois avouer que j'étais convaincu de la complicité de Stangerson dans le meurtre de Drebber, avant que ce nouvel incident soit venu me prouver mon erreur. Avec cette idée fixe, je me mis à la recherche du secrétaire. On les avait vus ensemble, son maître et lui, vers 8h30, dans la soirée du 3, à la station de Stone. À 2h du matin, Drebber était trouvé mort, dans la maison de Brixton Road. Le point important était donc de connaître l'emploi du temps de Stangerson, entre 8h30 et l'heure du crime, et de savoir ensuite ce qu'il était devenu. Je télégraphiai à Liverpool, en donnant le signalement de l'homme, et en recommandant d'exercer une surveillance sur les paquebots américains. Puis, je me mis à travailler de mon côté, explorant tous les hôtels et toutes les maisons meublées qui se trouvent dans le voisinage de la station de Stone. Car je supposais que si, contrairement à mes prévisions, Drebber et son compagnon s'étaient séparés à un moment donné, ce dernier avait dû passer la nuit quelque part dans les environs pour revenir ensuite rôder aux abords de la gare dans la matinée du lendemain. « Ils avaient probablement convenu d'un rendez-vous avant de se quitter, » remarqua Sherlock Holmes. « C'était ce que je pensais. J'ai donc passé toute ma soirée d'hier à faire des recherches qui n'ont abouti à rien. Ce matin, j'ai recommencé de très bonne heure, et à 5h, je suis arrivé à l'hôtel d'Hallyday, dans la rue Little George. Lorsque je demandai si M. Stangerson habitait là, on me répondit affirmativement. « Vous êtes sans doute le monsieur qui l'attendait, me dit-on. Voilà 2 jours qu'il l'espère. »« Où est-il maintenant ? demandai-je. »« Il est en haut et encore dans son lit. Il a demandé qu'on n'entre chez lui qu'à 9h. »« Je vais monter le voir tout de suite, répliquai-je. Je pensais que mon apparition soudaine lui porterait un coup et lui arracherait peut-être quelque exclamation involontaire. Le portier s'offrit à me mener dans sa chambre. Elle était située au 2e étage et on y accédait par un petit couloir. L'homme me désigna la porte et allait redescendre
lorsqu'un spectacle si affreux s'offrit à mes regards que mon cœur se souleva, malgré mes 20 années d'expérience. Sous la porte coulait un mince ruisseau de sang qui avait traversé le corridor et avait formé une mare contre la cloison opposée. Je poussai un cri qui fit revenir le portier sur ses pas. Il se trouva presque mal en voyant ce sang. La porte de la chambre était fermée à clé à l'intérieur, mais, réunissant nos efforts, nous l'enfonçâmes au moyen de quelques coups d'épaule. Près de la fenêtre ouverte, gisait, la face contre terre, le corps d'un homme en chemise de nuit. Il devait être mort depuis quelque temps, car il était déjà tout raide et complètement froid. Lorsque le portier le retourna, il reconnut l'individu qui avait loué une chambre sous le nom de Joseph Stangerson. La mort était due à un coup de poignard porté dans le côté gauche et si violemment qu'il avait dû atteindre le cœur. Et maintenant, voici le plus étrange de l'affaire. Que pensez-vous qu'il ait pu y avoir au-dessus du cadavre ? Je sentis un frisson m'envahir et j'eus le pressentiment de quelque chose de terrible, avant même que Sherlock Holmes eût répondu. Le mot rareux écrit en lettres de sang. C'est cela même, dit Lestrade d'une voix mal assurée. Tous nous nous regardâmes un instant en silence. Cet assassin inconnu procédait d'une façon si méthodique et incompréhensible que le crime en devenait encore plus horrible. Mes nerfs, que les champs de bataille n'avaient guère pu ébranler, se révoltaient devant ce mystère. « On a vu l'assassin, » continua Lestrade. Un garçon laitier, allant à sa laiterie, passait dans la ruelle qui sépare l'hôtel des écuries. Il remarqua qu'une échelle qui gît généralement était appuyée contre une des fenêtres du second, et que cette fenêtre était grande ouverte. Après avoir dépassé la maison, il se retourna, et vit un homme descendre l'échelle. Mais il faisait cela si tranquillement et si naturellement que le garçon pensa que c'était un menuisier ou quelque autre ouvrier qui travaillait dans l'hôtel. Il n'y fit donc guère attention et se contenta de penser que cet individu commençait son ouvrage de bien bonne heure. Il croit se rappeler que l'homme était grand, avec une figure rouge, et qu'il portait un long pardessus brun. Il doit être resté quelque temps dans la chambre, après avoir commis son crime, car j'ai trouvé dans la cuvette de l'eau mêlée de sang, preuve qu'il s'y était lavé les mains. Et les draps portaient des marques, montrant qu'il s'en était servi pour essuyer son couteau. Je jetai un regard à Holmes en entendant cette description de l'assassin, en tout si semblable à celle qu'il m'avait donnée, mais je ne vis sur sa figure aucune trace de triomphe ou même de satisfaction. « N'avez-vous trouvé dans la chambre aucun indice qui puisse mettre sur la trace du meurtrier ?» dit-il. « Aucun. Stangerson avait dans sa poche la bourse de Drebber, mais ce devait être son habitude, puisqu'il était chargé de régler toutes les dépenses. Il y avait dedans un peu plus de 200 francs. Rien n'avait été volé. Quels que soient les motifs de ces crimes extraordinaires, le vol n'en est assurément pas le mobile. Il n'y avait ni papier ni portefeuille dans la poche de la victime. Il ne s'y trouvait qu'un télégramme, daté de Cleveland, et vieux d'1 mois environ. Voici ce qu'il contenait. « J.H. est en Europe. » Pas de signature. « Rien d'autre » demanda Holmes. « Rien d'important. Un roman que le malheureux avait pris pour s'endormir était encore sur son lit, et sa pipe se trouvait sur une chaise à côté. Sur la table, il y avait un verre d'eau et sur le rebord de la fenêtre, une petite boîte en bois contenant 2 pilules. Sherlock Holmes bondit sur sa chaise en poussant une exclamation de joie. « Voilà mon dernier anneau !» cria-t-il. « Tout est complet maintenant. » Les 2 agents de police le regardèrent avec stupéfaction. « Voyez-vous, » reprit mon compagnon, sur un ton confidentiel, « je tiens à présent dans ma main tous les fils si embrouillés de cette affaire. Il me manque encore naturellement quelques détails, mais je suis aussi sûr des principaux événements qui se sont déroulés depuis le moment où Drebber s'est séparé de Stangerson à la station jusqu'à celui où on a découvert le cadavre, que si j'y avais assisté moi-même. Je vais vous en donner une preuve. Avez-vous pris les pilules ? » ?»« Les voici, » dit Lestrade en montrant une petite boîte blanche. « Je les ai prises, ainsi que la bourse et le télégramme, afin de tout déposer au bureau de police. Mais j'ai bien failli laisser là les pilules,
car j'avoue que je n'y attachais pas la moindre importance. « Donnez-les-moi, dit Holmes. Maintenant, docteur, continua-t-il en se tournant vers moi, dites-nous si ce sont là des pilules ordinaires. Elles ne l'étaient certainement pas. D'une couleur gris-perle, elles étaient petites, rondes et presque transparentes à la lumière. Leur légèreté et leur transparence, remarquai-je, me portent à croire qu'elles sont solubles dans l'eau. Précisément, répondit Holmes. Maintenant, voudriez-vous avoir la bonté d'aller chercher ce pauvre petit terrier, qui est malade depuis si longtemps que notre propriétaire nous avait demandé hier de mettre un terme à ses souffrances? Je descendis, et je remontai avec le chien dans mes bras. Sa respiration pénible et son œil vitreux montraient qu'il n'était pas loin de sa fin. En effet, son museau blanc comme la neige prouvait qu'il avait déjà dépassé les limites habituelles de l'existence pour les animaux de sa race. Je le mis sur un coussin devant la cheminée. « Maintenant, je vais couper une de ces pilules en deux, dit Holmes. Et, prenant son canif, il joignit l'action à la parole. Je remets une moitié dans la boîte pour m'en servir plus tard, et je jette l'autre moitié dans ce verre qui contient une petite cuillerée d'eau. Vous voyez que notre ami le docteur a raison, et que cela se dissout parfaitement. C'est peut-être très intéressant ce que vous faites là, dit Lestrade, du ton piqué de quelqu'un qui craint qu'on ne se moque de lui. Cependant, je ne vois pas très bien ce que cela peut avoir de commun avec la mort de M. Joseph Stangerson. Patience, mon ami, patience. Vous constaterez en temps voulu comment cela se rattache à notre affaire. J'ajoute maintenant un peu de lait pour rendre la potion agréable, et en la présentant au chien, nous voyons qu'il la boit très volontiers. Tout en parlant, il avait versé le contenu du verre dans une soucoupe et l'avait placé devant le terrier qui l'avala en un instant. Le sérieux de Sherlock nous avait à un tel point impressionnés que nous restions tous là en silence, nous attendant à quelque résultat surprenant. Il n'y en eut aucun. Le chien continua à rester étendu sur le coussin, respirant toujours difficilement, mais ne se trouvant évidemment ni mieux ni plus mal de sa petite médecine. Holmes avait tiré sa montre. Les minutes se succédaient sans qu'il se produisît rien d'extraordinaire, et une expression d'ennui et de violent désappointement se manifesta sur son visage. Il se rongeait les lèvres, battait du tambour avec ses doigts sur la table et montrait tous les symptômes d'une impatience nerveuse. Telle était son émotion que je me sentais sincèrement affligé pour lui, tandis que les deux agents, ravis de cet échec, souriaient ironiquement. « Il est impossible que ce soit une simple coïncidence, cria-t-il enfin, s'élançant de sa chaise et se mettant à arpenter la chambre en tous sens. Non, c'est impossible. Ces mêmes pilules dont je soupçonnais l'existence dans l'affaire Drebber apparaissent encore dans l'affaire Stangerson. Et cependant, elles sont inoffensives. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Non, tout l'enchaînement de mes raisonnements ne peut pas ne pas être juste. C'est impossible. Et cependant, ce maudit chien ne paraît pas s'en porter plus mal. Ah, mais j'y suis! J'y suis! Avec un cri de joie, il se précipita sur la boîte, coupa l'autre pilule en deux, la fit dissoudre, y ajouta du lait et présenta le breuvage au terrier. À peine la malheureuse bête se fut-elle humecté la langue qu'elle eut un frisson convulsif qui secoua tous ses membres, puis elle tomba raide morte, comme si elle avait été frappée de la foudre. Sherlock Holmes poussa un long soupir de soulagement et essuya la sueur qui ruisselait sur son front. « Je devrais avoir plus de confiance, dit-il. Je devrais, à l'heure qu'il est, savoir que lorsqu'un fait semble venir contrarier une série de déductions, c'est invariablement parce qu'on doit lui chercher une autre interprétation. Des deux pilules renfermées dans la boîte, l'une contenait un poison mortel, l'autre était parfaitement inoffensive. J'aurais dû m'en douter avant même d'avoir vu la boîte. Cette dernière assertion me parut si étonnante que je pouvais à peine croire qu'il fût dans son bon sens. Il y avait cependant là le cadavre du chien comme preuve de la justesse de ses conjectures. Il me sembla que le brouillard qui obscurcissait mon cerveau se dissipait
et que je commençais à avoir une vague idée de la vérité. « Tout ceci vous paraît étrange, continua Holmes, parce que dès le début de l'enquête, vous n'avez pas saisi l'importance du seul indice véritable que nous ayons relevé. J'ai eu la bonne fortune de m'en rendre compte. Tout ce qui est arrivé depuis n'a fait que confirmer mes premières suppositions, ou, pour mieux dire, en a été la déduction logique. En conséquence, ce qui n'a fait que vous embarrasser et vous embrouiller davantage n'a servi qu'à m'éclairer et à confirmer mes suppositions. C'est une erreur de croire que ce qui est étrange soit un mystère. Le crime le plus ordinaire est souvent le plus mystérieux parce qu'il ne présente aucun côté saillant auquel on puisse accrocher ses déductions. L'assassinat qui nous occupe aurait été infiniment plus difficile à débrouiller si le corps de la victime avait été trouvé tout simplement étendu sur la route sans aucune des circonstances sensationnelles qui l'ont tout de suite mis en relief. Ces détails étranges, loin de rendre l'affaire plus difficile, ont au contraire facilité notre tâche. M. Gregson, qui avait écouté ce discours avec une impatience marquée, ne put se contenir plus longtemps. « Écoutez, monsieur Sherlock Holmes, dit-il, nous sommes tout prêts à reconnaître que vous êtes un homme très fort et que vous avez une méthode spéciale de travailler. Mais à l'heure qu'il est, il nous faut autre chose que des théories et des beaux discours. Il faut arrêter l'homme. J'ai agi d'après mon idée et il me semble que j'ai fait fausse route. Le jeune charpentier ne peut pas être impliqué dans cette seconde affaire. » Lestrade, de son côté, a donné la chasse à Stangerson, et il n'était pas davantage dans le vrai. Vous nous avez, par-ci par-là, jeté des insinuations à la tête, tout en semblant en savoir plus long que nous. Nous avons donc maintenant le droit de vous demander ce que vous connaissez de l'affaire. Pouvez-vous nommer l'assassin ? Je suis forcé de reconnaître que Gregson a raison, monsieur, remarqua Lestrade. Nous avons fait de notre mieux tous les deux, et tous les deux nous avons échoué. Depuis que je suis là, vous avez plus d'une fois constaté que vous avez toutes les preuves dont vous avez besoin. Vous n'allez pas les garder pour vous, plus longtemps. Le moindre retard apporté dans l'arrestation de l'assassin, observai-je, à mon tour, pourrait lui donner le temps de perpétrer de nouveaux crimes. Ainsi pressé de tous côtés, Holmes sembla hésiter. Il continua à arpenter la chambre, la tête inclinée sur la poitrine et les sourcils froncés, ainsi qu'il avait l'habitude de le faire lorsqu'il réfléchissait. « Il n'y aura plus de crime commis, dit-il enfin, en s'arrêtant brusquement et en nous dévisageant. Vous pouvez compter là-dessus. Vous m'avez demandé si je savais le nom de l'assassin. Oui, je le sais. Le fait seul de connaître son nom est peu de chose comparé à la difficulté de l'arrêter. Je compte toutefois y arriver avant peu. J'ai bon espoir de réussir grâce à mes procédés particuliers. Mais c'est une chose qui demande beaucoup de tact, car nous avons affaire à un homme rusé et capable de tout, doublé, comme je l'ai expérimenté à mes dépens, par un autre aussi habile que lui. Tant que cet homme sera convaincu que personne n'est encore sur sa piste, il y aura quelque chance de mettre la main dessus. Mais au premier soupçon, il changera de nom et se perdra immédiatement au milieu des 4 millions d'habitants que renferme Londres. Sans vouloir vous être désagréable, je suis obligé de dire que la police se trouve en face de gens plus forts qu'elle, et c'est pourquoi je ne vous ai pas demandé votre concours. Si j'échoue, tout le blâme tombera naturellement sur moi. Mais j'y suis préparé. Je termine en vous promettant que, dès que cela ne pourra plus nuire à mes propres combinaisons, je vous communiquerai tout ce que je saurai. » Gregson et Lestrade ne parurent pas très satisfaits de cette assurance, non plus que de l'allusion blessante pour la police. Le premier avait rougi jusqu'à la racine de ses cheveux filasses, tandis que les yeux en boule de l'auto de l'autre s'allumaient dans un mélange de curiosité et de ressentiment. Aucun des deux, cependant, n'avait eu le temps de formuler leurs réflexions lorsqu'on frappa à la porte et le porte-parole des petits voyous de la rue, le jeune Wiggins, se présenta en personne, toujours aussi sale et aussi dégoûtant. « Pardon, monsieur, dit-il, en portant la main à sa tignasse. « Le fiacre est en bas. »« Tu es un brave garçon, répondit Holmes simplement. « Tenez, continua-t-il,
voilà un type que vous devriez adopter à Scotland Yard. Et il montrait une paire de menottes en acier qu'il venait de prendre dans un tiroir. Voyez comme le mécanisme en est ingénieux. En un clin d'œil, on vous ligote un homme. Le vieux modèle est bien assez bon, remarqua Lestrade, si nous avions seulement l'homme à qui les mettre. C'est vrai, répondit Holmes en souriant. Mais le cocher pourrait bien me donner un coup de main pour mes malles. Demande-lui donc de monter, Wiggins. J'étais très étonné d'entendre mon compagnon parler ainsi de partir, alors qu'il ne m'avait pas soufflé mot de ses projets de voyage. Il y avait dans un coin de la chambre une petite valise, il la tira et se mit en devoir de la boucler. Il était tout absorbé dans cette besogne quand le cocher de fiacre entra. « Aidez-moi donc un peu à mettre cette courroie, cocher, dit-il, sans tourner la tête et toujours agenouillé sur la malle. L'individu s'avança d'un air grognon et méfiant et mit ses mains sur la valise pour aider Holmes. Au même moment, on entendit un bruit sec, un cliquetis métallique, et Sherlock Holmes se redressa d'un bond. « Messieurs, cria-t-il, les yeux étincelants, laissez-moi vous présenter Monsieur Jefferson Hope, l'assassin d'Enoch Drebber et de Joseph Stangerson. » Tout cela avait été si rapide que je n'y avais vu que du feu. Mais je n'oublierai jamais cet instant, et l'expression triomphante d'Holmes, et le son éclatant de sa voix, et l'air de détresse sauvage du cocher, tandis qu'il contemplait les manchettes brillantes qui s'étaient rivées comme par enchantement autour de ses poignets. Pendant une seconde ou deux, nous eûmes l'air métamorphosé en statue. Puis, avec un hurlement inarticulé de fureur, le prisonnier s'arracha à l'étreinte de Holmes et se jeta sur la fenêtre. L'encadrement et les vitres volèrent en éclats, mais avant qu'il ait eu le temps de passer au travers, Gregson, Lestrade et Holmes sautèrent sur lui comme autant de chiens sur leur proie. Il fut renversé dans la chambre, et alors commença une bataille terrible. Cet homme était si fort et si violent qu'il nous secouait, tous les quatre, sans que nous puissions le maîtriser. Il semblait aussi terrible qu'un épileptique au milieu d'une crise. Sa figure et ses mains avaient été affreusement entamées par les éclats de verre, mais le sang qui ruisselait de ses blessures ne diminuait en rien sa résistance. Ce ne fut que lorsque Lestrade parvint à passer sa main dans sa cravate et l'eut étranglé à moitié qu'il comprit enfin l'inutilité de ses efforts. Même alors, nous ne nous sentîmes sûrs de n'avoir dompté que lorsque nous eûmes attaché ses pieds comme ses mains. Cela fait, nous nous relevâmes, essoufflés et haletants. « Nous avons son fiacre, dit Sherlock Holmes. Cela servira à le mener à Scotland Yard. Et maintenant, messieurs, continua-t-il en souriant aimablement, nous voilà arrivés à la solution de notre petit problème. Vous êtes parfaitement libres de m'adresser toutes les questions que vous voudrez, et je serai trop heureux d'y répondre.